Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir, votre rendez-vous de décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. La mutinerie du 22 juillet dernier dans le pénitencier de Kondengui n'a pas fini d'alimenter les discussions. Après avoir longtemps épilogué sur les causes, les responsabilités et même les conséquences de cette mutinerie, depuis quelques jours, une plainte à la suite de l'insurrection violente à la fin du mois dernier à la prison centrale de Yaoundé contre une quarantaine de pensionnaires du même pénitencier. Le ministère public accuse ainsi 46 détenus de rébellion en groupe, tentative d'évasion en coaction, destruction, vol en coaction et blessure. Equinox Soir, c'est tout à l'heure à 20h la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé. Tout juste après, ce sera le temps du débrief, madame, monsieur. Tout de suite et maintenant, c'est le fait du jour. Violence à la prison centrale de Yaoundé, autre plainte contre les émeutiers. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec quelqu'un qui connaît justement cette prison. Il a passé un certain temps là-bas. Lui, c'est Pierre Gaëtan Gankam. Bonsoir Pierre. Bonsoir Serge Alain. Bienvenue. Merci. Je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. Vous voilà, vous êtes tout en blanc, bien rasé. Quand nous nous sommes vus il y a quelques jours, vous n'étiez pas comme ça. Ça, c'est votre premier plateau télé? Tout à fait, c'est mon tout premier plateau télé. Voilà. Et l'autre jour, j'étais, je peux dire, en villégiature, oui, dans la ville aujourd'hui. Par respect pour les millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision, on se devait, voyez-vous, de se mettre en quelque sorte sur son 31. Voilà. Pierre Gaëtan Gankam a passé près de 7 mois, on va le dire comme ça, ou 6 mois. Bon, disons 6 mois. 6 mois à la prison centrale de... Oui. Oui, parce que dans les 6 mois, il faut faire moins de 2 semaines, oui, que nous avons passé au CED, au secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. Oui. C'est plus exactement le 13 février que nous avons été conduits à la prison centrale de Kondengui après le passage au tribunal militaire. Ok. Pierre Gaëtan Gankam, du 26 au 12 juillet, on vous a libéré le 12 juillet. Tout à fait. Soit 10 jours avant ce qui s'est passé à Kondengui. Tout à fait, tout à fait. Ok. Nous n'avons pas vécu cela. Ok. Bon, vous n'avez pas vécu ce qui s'est passé le 22 juillet. À côté de vous, c'est Raphaël Ndougou. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Serge-Alain autour. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est un privilège, voire même un honneur, que de partager ce plateau d'abord avec vous et les co-panélistes. J'avoue que votre émission est une émission très regardée en ce moment dans ce pays et plus précisément à Douala. Nous saluons donc tous ceux qui nous regardent et nous espérons être à la hauteur de ce débat. Voilà, il est là, praticien du droit, maître Guy Tougou. Bonsoir maître Tougoua. Bonsoir maître et bienvenue. Bonsoir Serge Alain. Voilà, vous êtes avocat au barreau du Cameroun. On se perd un peu dans ce qui se passe depuis quelques jours. Il y a des avocats de certaines de ces détenus-là qu'on dit avoir porté plainte, qui disent qu'elles n'ont véritablement pas porté plainte. Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans cette affaire? Parce qu'on parle de rébellion en groupe, tentative d'évasion en coaction, destruction, vol en coaction, blessure légère. Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans cette affaire, maître Tougoua? Oui, Serge Alain, ce qu'on doit comprendre dans cette affaire, ainsi que les téléspectateurs, c'est qu'en matière pénale, il y a plusieurs modes de saisine ou de poursuite. Oui. Les poursuites peuvent être exercées aussi bien par des individus que par le ministère public. Oui. Et le ministère public, en cette matière, est la partie principale. Oui. Donc, lorsque, par exemple... Surtout qu'elle défend les intérêts de la communauté. De la société. De la société. Lorsque vous voyez un monsieur qui est poursuivi au tribunal pour consommation de cannabis, vous pensez que qui a déposé plainte contre cette personne? C'est le ministère public qui poursuit cette personne-là.
Donc il faut faire la différence. Tout à l'heure, on va revenir longuement là-dessus. Voilà. Pour les personnes chargées de poursuivre. Voilà, on va revenir sur ce cas pour faire la lumière sur ce qui se passe. Il nous a rejoint sur ce plateau Fabrice Tueli. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Serge Alain et bonsoir aux copanélistes et à vos millions de téléspectateurs. Comment va le PCRN aujourd'hui, après tout ce qu'on entend, tout ce qui se dit? Le PCRN se porte très bien, à l'image de moi qui suis devant vous. Ah bon? Ok. À moins que... Voilà. Vous avez dit que tout va bien. Voilà, tout va bien. J'espère que les téléspectateurs... on va revenir un temps soit peu sur le cas. Et Gaëtan Gakam, vous dites que le 26, c'était le 26 janvier, vous êtes à l'hôpital général, c'est ça? Oui, le 26 janvier, je prends part à une marche organisée par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, parti auquel j'appartiens. Oui. Je participe donc à la marche blanche. J'ai le malheur d'être pris pour cible par un policier qui me file une balle dans la jambe. Je crois d'ailleurs que la vidéo a fait le tour du monde. Je me retrouve à l'hôpital général de Douala et puis 2 jours après, c'est-à-dire le 28 janvier, nous sommes enlevés. Quand je dis nous, c'est parce que je n'étais pas seul à l'hôpital général, j'étais en compagnie de Célestin Jamen et de 4 autres amis politiques, compagnons d'infortune. Okay. Donc nous sommes enlevés manu militari et conduits sous forte escorte. On aurait cru à Pablo Escobar. Nous avons été conduits du côté de Yaoundé. Nous avons chuté au CED, comme je l'ai dit, et puis ensuite à la prison centrale de Yaoundé. Et vous en êtes ressorti le 12 juillet, soit 10 jours avant les émeutes. Le temps pour nous de filer comme ça directement à Berlin. Bonsoir Wilfried Kanga. Bonsoir Serge Alain Otto, bonsoir à tous tes invités, bonsoir aux téléspectateurs de Radio Equinox et un bonsoir spécial à patriote Monsieur Gaëtan Gankam que je salue solennellement ici. Et j'ouvre une parenthèse de 3 secondes pour lui rendre vraiment un hommage parce qu'il est le visage de la souffrance qu'on peut endurer face à un régime répressif. On se rappelle que les ministères publics avaient certifié qu'il n'y avait pas eu de violence ou de sévices ou de tirs de balles alors qu'on avait une vidéo justement qui circulait et qu'on avait la personne vivante qui avait subi cela et qui devait se trouver dans un état assez particulier, d'avoir un trou dans les jambes et d'entendre les personnalités compétentes dire que non, personne n'a reçu des tirs de balles. Donc je lui adresse un bonjour spécial et je lui souhaite la bienvenue pour sa première participation à Equinox TV. Voilà, Wilfried Kanga, wie geht du bist ein Berliner? Dankeschön, ich bin ein Berliner. Voilà. On revient à vous dans un instant, Wilfried Kanga. Je reviens au maître. Maître, sur cette situation, vous dites que le ministère public s'est saisi de l'affaire. Et comment comprendre donc l'attitude des conseils de ces personnalités-là qui ont dit avoir porté plainte, mais un conseil dit non, nous on n'a jamais porté plainte. Comment comprendre l'attitude des avocats? Justement, je dois dire que la justice, ce n'est pas une question de rumeur. Oui. Et le traitement de l'information aussi par des journalistes, quand il s'agit de questions spécialisées, il faut parfois s'y référer. Voilà. Et si vous allez assez souvent au tribunal, lorsque vous voyez le rôle des affaires affichées, il faut être curieux. Il y a des gens qui viennent d'aller se renseigner chez nous, oui. Nous les praticiens. Devant les rôles, il y a parfois, dans toutes les affiches, il est marqué MP. Ouais. En abréviation. Ministère public. Voilà, MPE. Ça veut dire MP, c'est le ministère public. Le ministère public, si vous voulez, en termes simples, c'est le parquet. Voilà. Voilà, les magistrats du parquet. Oui. Ils sont des magistrats qui sont chargés de poursuites. Les magistrats du siège sont chargés des jugements et rendent les décisions. Oui. Alors que ceux du parquet poursuivent. On appelle le ministère public, d'ailleurs, il est dit dans les cours de droit pour les étudiants que le ministère public est indivisible. Donc le ministère public peut, à Bafang, engager des poursuites pour une affaire qui s'est passée à Douala, le ministère public à Yaoundé. Donc c'est ça le ministère public, il est indivisible. Le parquet est indivisible. Alors lorsque le parquet engage des poursuites contre un individu, on appelle la victime comme partie jointe, soit à titre de témoignage, pour que la victime vienne éventuellement
présenter des dommages et intérêts, solliciter des dommages et intérêts au cas où la personne poursuivie aurait posé des actes préjudiciables à cette victime. Donc, dans le cas d'espèce, si l'intitulé de l'affaire porte au ministère public et c'est-à-dire les victimes des actions à la prison, on a parlé dans la presse du ministre Olanguena, de M. Iya Mohamed et autres, c'est parce que le ministère public poursuit et fixe ces personnes comme des victimes qui pourront éventuellement venir témoigner, qui pourront également venir solliciter des dommages et intérêts. Voilà, c'est ça. C'est pas dit que cette personne engagée des poursuites contre les co-détenus. Voilà. Donc je crois que c'est simplement ça d'une mauvaise rédaction de l'article de presse. Et c'est d'ailleurs pour ça que les avocats les confrères qui défendent ces détenus ont fait une sortie, parce qu'il faut aussi exposer leurs clients à la vindicte. Et aussi qu'en matière pénale, lorsque vous poursuivez quelqu'un, si à la fin vous n'avez pas raison, cette personne peut intenter des actions contre vous. Okay. Voilà, et solliciter des dommages et intérêts. Vous qui avez passé du temps là-bas, Kakam, Gaëtan, selon vous, pourquoi on en veut, entre guillemets, à ces personnalités là-bas? Vous voulez parler des prisonniers de luxe? Oui. À ma connaissance, personne ne leur en veut. Mais pourquoi on a dû des blessés là? Bien après, je n'y étais pas parce que des fois, il y a une grosse différence entre ce qui est dit et ce qui est. Oui, parce qu'on nous a fait comprendre que certains se sont dirigés vers le quartier, on va dire VIP, ces prisonniers de luxe. Ces gens-là, sans vouloir expliquer quoi que ce soit en termes de violence, lorsqu'on essaye de comprendre, parce que comme vous l'avez si bien dit, je n'y étais plus, oui. Lorsqu'on essaye de comprendre, c'est quand même assez frustrant, parce que dans cet établissement, on vit tellement de choses. Vous vous rendez compte, vous arrivez quelque part sans trop savoir ce qui vous y conduit. Et vous voyez des personnes qu'on vous a présentées comme étant des prévaricateurs de la fortune publique qui se retrouvent dans des quartiers VIP, qui sont dans des locaux feutrés, comme dans des hôtels 5 étoiles. Je pense que ça peut expliquer quelque part ce qui s'est passé. Je précise bien que je n'y étais pas, mais quand j'essaye de comprendre, c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc, il y a une injustice totale, une sorte de disproportion en termes de traitement des prisonniers. Vous êtes déjà, vous bénéficiez, vous jouissez, je veux dire, de la présomption d'innocence. Vous vous retrouvez en prison. Maître là, il peut vous parler des différents textes qui encadrent, n'est-ce pas, la détention, l'administration pénitentiaire. Le détenu ne devait même pas être dans le même espace que le condamné. Oui. Mais c'est ce qui est fait, donc on ne peut qu'assister à des scènes pareilles. Ok. Sur cette situation, Raphaël Ndougou, je vais m'y habituer. Comment comprendre que cette montée de violence en direction de ces VIP, ces prisonniers de luxe? Très honnêtement, Serge, je vais peut-être vous surprendre. Lorsque vous vivez votre misère dans un quartier quelconque, même si vous n'êtes pas détenu, et que vous voyez comment votre voisin est en haut, comme on dit au quartier, c'est frustrant. Ça, il faut être honnête pour le dire. Maintenant, à partir du moment où Maître a clarifié ce qui se passe par rapport au droit, et que les avocats de ces détenus-là, de luxe, comme on les appelle, ont dit que leurs clients n'ont pas porté plainte. Maître a déjà clarifié de quoi il est question. Je ne suis pas d'accord pour la violence. Pour la simple raison que les détenus, certains détenus ont revendiqué le fait qu'il n'y a pas de célérité, que l'administration judiciaire dort sur les dossiers, c'était normal. C'était même, j'ai envie de dire, légitime. Mais si on va à poser des actes de violence sur les individus, parce que vous savez, des vidéos aujourd'hui, ça court les rues. Donc, on a vu certaines cellules, on va dire saccagées. Je condamne ça. Mais au fond, la revendication était légitime et elle est même réelle. Parce que aujourd'hui, le président de la République a prescrit certaines mesures par rapport à ça. Le ministre de la Justice également est monté sur le créneau. Mais comment en est-on arrivé là? C'est ça toute la question. Parce qu'il est quand même question aujourd'hui que l'ex-ministre de la Santé, qui a déjà séjourné là pendant certainement 12 ans à peu près. 12 ans, oui. Oui. Il est quand même judicieux de se poser la question en son temps. Est-ce qu'il a fait un tour là-bas pour voir la situation sanitaire de cette prison?
Donc du coup, ceux qui revendiquent voient ces messieurs-là comme étant ceux qui ont géré les affaires hier. J'ai bien dit que je ne suis pas d'accord qu'on pose des actes de violence sur des individus ou même sur leurs cellules. Donc tout cela nous interroge à nous tous, surtout ceux qui ont la charge de gérer ces questions-là, parce que Konani, de nos jours, a à peu près 5 000, voire 6 000 pensionnaires. C'est un problème pour une prison qui avait été construite pour moins de 1000 personnes. Donc du coup, le fait qu'on se voit tous les jours, on voit comment vous avez des visites, et on sait également qu'il y a des Camerounais là-bas qui sont détenus pendant peut-être plus de 5 ans, non sans être jugés. Okay. Et que ces derniers-là, justement, n'ont même pas de quoi manger. Ils sont dans les petits boys, comme on les appelle, dans les cellules de ces prisonniers de luxe-là. Ça crée justement la frustration. Parce que lorsqu'il y a certains Camerounais qui vivent trop bien et que d'autres misèrent, il y a un problème. Donc, au-delà des plaintes, entre guillemets, que la presse nous a fait état, mais je crois qu'il y a un problème de fond. Okay. Et ce problème-là doit avoir des solutions. Il a clarifié cette situation. Et donc, je pense qu'actuellement, nous devons scruter comment est-ce que cela, ou bien comment en est-on arrivé là. Voilà, je crois que c'est pour que j'ai longtemps insisté pour que Maître soit sur ce plateau aujourd'hui, pour éviter qu'on continue cette navigation à vue. Fabrice Tueli, sur cette situation des avocats qui disent que, bon, voilà, nos clients n'ont jamais porté plainte. Quelle analyse, au fait? Bon, en réalité, j'aurais pas une analyse particulière, sauf de constater qu'effectivement, il y a eu cette rumeur qui a circulé et précisément le détenu Ben Olangena a vu son avocat faire un démenti. Et je pense que je m'arrêterai là pour l'instant. Sauf que je voudrais ajouter peut-être une petite chose pour dire à la suite de Raphaël que dans nos quartiers, peut-être que le gap entre les personnes, les familles aisées et les familles démunies est peut-être important. Mais je ne pense pas qu'il faille jeter forcément une anathème sur les familles aisées du moment où il y en a qui travaillent dur pour parvenir à une certaine aisance. Ceci appelle à l'effort. Voilà, maintenant on peut critiquer le gouvernement qui est peut-être à la base de la création de ce fossé et essayer de se battre davantage pour que cela change. Mais en ce qui concerne les prisonniers de luxe qui se voient attaqués par d'autres prisonniers, nous reviendrons dans le fond du sujet, mais je voudrais déjà faire remarquer que, à mon sens, ce qui peut créer la frustration chez leurs co-détenus, condamnés ou en préventive, c'est beaucoup plus le sentiment que ces derniers sont des détenus, on le dit à souhait, de luxe. Pour moi, c'est un abus de langage parce que on ne peut pas considérer d'une certaine façon aménager un certain rythme de vie à quelqu'un qui a détruit le pays en détournant des dizaines de milliards. Je pense que c'est plutôt ce sentiment de ce que certains co-détenus ont l'idée, le sentiment que si ces derniers-là n'avaient pas détourné autant de milliards, peut-être que cet argent aurait servi à créer de l'emploi et au lieu d'aller commettre des larcins, pour certains, il faut préciser, se retrouvent en prison pour avoir volé peut-être une poule au marché. Ils ne l'auraient pas fait, ils auraient eu un petit emploi avec l'argent détourné. Bifid, comment comprendre cette sortie? Est-ce que les prisonniers vont comprendre, les détenus vont comprendre que malgré la sortie des conseils de ces prisonniers de luxe-là, est-ce que les autres vont comprendre cette démarche? C'est-à-dire qu'il veut que ce soit le ministère public qui se soit engagé dans cette affaire. Est-ce qu'ils vont comprendre ça comme ça? Quelles peuvent être les conséquences? En tant que représentant de l'État, si on peut considérer la chose comme ça, en tant que représentant de l'État, une entité publique, évidemment, va porter plainte lorsqu'il y a un problème comme celui-là contre la destruction de biens publics ou du moins
tous les chefs d'accusation qu'ils ont apposés, rébellion en groupe, tentative d'évasion. C'est vrai qu'on a une impression de déjà vu, mine de rien. On a l'impression que c'est le copier-coller de ce qu'on a lors des marches, notamment les dernières marches organisées par le MRC. Et parfois, on se demande si il s'agit de déterminer vraiment ce qui s'est réellement passé, les véritables coupables, ou alors de manière préalable, avant même que l'enquête n'ait commencé, on a déjà établi les chefs d'accusation. Donc il faut, et c'est la problématique qu'on a avec l'État camerounais, il y a un déficit de transparence énorme. On a l'impression que le pouvoir exécutif, qui justement détient tous les appareils de la violence légitime et légale, en abuse un peu trop au point où il pense que le simple fait de représenter l'État et d'avoir cette violence légitime et légale signifie que tout ce qu'il fait est bien, ce qui est faux, parce que c'est ce qui conduit à ce qu'on demande au peuple camerounais de tout accepter. On dit, si le président a décidé, après une décision, acceptez-la, ce sont les institutions qui l'ont décidé. Si un sous-préfet, si un organe public a interdit une manifestation, une rencontre ou un événement, acceptez-le comme ça et ne discutez pas. Si on a établi un chef d'accusation contre vous parce que c'est l'autorité publique, acceptez-le encore. Non, dans ce cas-là, on n'est plus dans une démocratie. La démocratie, je crois qu'un éminent personnage camerounais nous avait enseigné que la vérité provient toujours du consensus qui vient à la fin d'une critique sans complaisance. C'était l'illustre Martien Toa qui nous le disait. Et il faut que ces critiques-là aient encore lieu, parce que quand il n'y a pas la critique, et je dis des deux côtés, pas seulement de l'État, mais de nous aussi, la population, quand il n'y a pas la critique, il y a donc l'avènement de ces rumeurs-là. C'est pour ça qu'on peut demander au quotidien, entre autres les quotidiens, notamment Mutation, qui a relayé l'information selon laquelle les prisonniers de luxe, entre guillemets, auraient porté plainte contre les détenus. En fait, sans vouloir dire si c'est vrai ou pas, on peut quand même déjà prier nos organes de médias de faire preuve d'un peu plus de science pour que les informations qui sortent relèvent d'une recherche et d'une enquête réellement factuelle. Et en même temps aussi des autorités. Parce que pour revenir sur le cas Ngankam, je l'ai dit encore, on a dit on avait tiré sur personne, et après lorsque les vidéos ont parlé, on nous a dit non, c'était des balles non létales. Donc on était en train de former ce cher Gaëtan Ngankam que s'il avait reçu cette balle en plein cœur ou dans la tête, il ne serait pas mort parce que ce sont des balles qui ne tuent pas. Donc cette façon un peu perverse de faire la politique doit un peu disparaître chez nous, sinon on aboutit à une sorte de république mensongère en construction. Il faut abandonner de temps à autre. Donc, la première lecture, c'est que les prisonniers, ceux qui sont coupables de ces chefs d'accusation-là, si les enquêtes sont impartiales, oui, tout le monde est contre la violence, moi aussi. Les incendies, le vandalisme, tout ce qu'il y a dans les prisons, il faut que les incriminés, de manière impartiale, et pas sous fond de règlement de compte, répondent de leurs actes. Mais il faut aussi que les revendications qu'ils ont données soient prises en compte, parce qu'elles sont la source, elles sont la racine du problème. Et se pencher toujours sur la résolution d'une conséquence, sans examiner les sources premières de la cause, ne résoudra absolument pas ce problème. Ok, maître, dites-moi, est-ce que cette procédure, j'insiste là-dessus, ne met pas en danger, entre guillemets, ces prisonniers? Et lesquels? Bon, ceux qu'on dit avoir porté plainte. Le regard des autres prisonniers. Elle ne les met aucunement en danger parce qu'on n'a même pas besoin de la plainte pour engager les poursuites. Et je vous ai regardé, malheureusement je n'ai pas de copie, et le décret numéro 92/052 du 27 mars 1992 portant le régime pénitentiaire au Cameroun. Oui. Je crois que les régisseurs à l'avenir feront l'effort de remettre une copie à chaque détenu qui arrive en prison. Ce décret a spécifié bien les droits et les devoirs des détenus. Et je vous renseigne à la page au titre 4 sur la discipline. Voilà. Bon, je ne vais pas lire tous les articles. Voilà ce qu'il est dit, notamment à l'article 43. Les détenus doivent observer les règles de discipline applicables dans les établissements pénitentiaires sous peine de sanctions disciplinaires, éventuellement des poursuites judiciaires. Et quand on vous dit à l'article 44, constitue des infractions à la discipline pénitentiaire et sans préjudice, le cas échéant de sanctions pénales, les actes suivants. Violation de disposition du règlement intérieur. Parce que dans les prisons, on a des règlements intérieurs. Voie de fait d'un détenu sur la personne d'un élément d'encadrement. Donc, par exemple, sur chargé de l'administration pénitentiaire. Tenue indécente
on dit voie de fait d'un détenu sur la personne élément d'encadrement, d'un agent en service à la prison ou d'un autre détenu. Si je m'arrête là-bas avant de continuer, oui. Il me semble. Là pour nous. Il est bien dit que voie de fait d'un détenu sur la personne d'un élément d'encadrement d'un agent en service à la prison ou d'un autre détenu. C'est la ligne 2 de l'article 44. Je n'étais pas à la prison comme M. Takam, mais M. Nanka, mais j'ai bien suivi dans la presse, ou j'ai lu dans la presse, que M. Olangena aurait suivi des services corporels. Oui. Il a été blessé, j'ai vu des images qui défilaient. Voilà. On va plus loin, on vous dit tenue indécente. Il peut être poursuivi. Injure ou menace à l'endroit d'un élément d'encadrement, d'un visiteur ou d'un autre détenu. Introduction clandestine d'objets prohibés dans la prison. Destruction ou détérioration délibérée d'un outil, matériel, vêtement ou tout autre objet appartenant à l'État. Alors, je crois qu'on a vu bien des bureaux incendiés. C'est le matériel de l'État. Est-ce que vous pensez que dans cette hypothèse, on a besoin que M. Olangena dépose une plainte pour que ces détenus soient poursuivis? Non. Même le régisseur, qui est le chef d'établissement, peut déposer une plainte. Le ministère public peut se saisir. Donc, je pense que avec ces clarifications, il y a tellement. Donc, quand je vous renvoie ces décrets, que je peux malheureusement pas lire dans son entièreté, il y a beaucoup d'autres décrets qui encadrent la vie des détenus. Voilà. C'est un faisceau d'obligations, de devoirs, de droits pour les détenus. Gaëtan, vous avez lu ça quand vous entrez? Sais-je alors? Non, je préfère le dire comme ça de manière péremptoire. C'est vrai que dans les cellules, il existe ce qu'ils appellent le règlement intérieur. Oui. Maintenant, il est affiché pour l'avoir, ça relève d'un parcours de combattant. Maintenant, c'est de la faute des responsables des locaux. Parce qu'il me semble que le responsable, ce qu'on appelle là-bas chef local, a une copie qu'il devrait mettre à la disposition de tous les prisonniers, de tous les détenus inscrits dans son local. Ce qui n'est pas souvent fait, mais ça existe, il faut le dire. Maintenant, je voudrais dire une ou deux choses sur ce que Maître vient de dire, si vous me permettez. Oui, allez-y. Je voudrais bien qu'on puisse appliquer la loi stricto sensus, que le ministère public s'auto-saisisse des situations pareilles. Parce que, bien entendu, on a vu les images, il y a eu destruction de biens publics. Mais je ne voudrais pas parler de moi, parce que j'estime que dans mon cas également, le ministère public aurait pu s'auto-saisir, parce qu'il y a eu préjudice. Et préjudice, tout le monde a vu un policier tirer sur un citoyen. Sauf si on réussit à me prouver que le ministère public ne défend que les uns. Et là, je conclurai qu'il prend des décisions à tête chercheuse. Nous avons également vu, parce qu'on parle de Hubert Olangena Ono, qui aurait été blessé. Nous avons vu les images du vice-président du MRC Mamadou Mota, qui a été ligoté comme un animal. Je voudrais que si le ministère public veut faire son travail, qu'il le fasse entièrement. Voilà, vous permettez, voilà, Maître, vous voulez... Oui, et le ministère public fait son travail, et il le fait si bien, mais vous savez, c'est une œuvre humaine. Mais la loi a tout prévu. Et le ministère public n'est pas la seule personne, du moins la seule institution qui peut engager des poursuites. Et nous avons en droit ce qu'on appelle la station directe des particuliers. Vous avez souvent entendu cela au quartier. Vous avez un voisin qui vous dit « faire une station directe ». Il ne sait pas souvent bien ce que ça signifie. Station directe, c'est un mot qui a été institué pour vaincre justement l'inertie du ministère public. Il y a la plainte avec constitution des parties civiles. Vous faites une plainte, vous constituez partie civile, vous cessez un juge d'instruction. Je crois d'ailleurs que le MLCA lui a déposé une plainte dans le cas de ces violences-là. Oui. Cette plainte est pendante auprès du tribunal de grande instance du Voï. J'ai d'ailleurs vu dans le journal une ordonnance du juge qui fixait la consignation à 5 millions de francs. Cela défrait la chronique. Pourtant, dans cette procédure, il y a des analyses balistiques à faire et plein d'autres choses. Parce que le public jamais réagit sans trop savoir. Donc, le MRS ou ses militants, ils ont droit à la justice. On n'a pas besoin du ministère public pour se plaindre. Okay. Donc, dans le cas de M. Gankam, qu'il soit rassuré, les voies de la justice est ouverte à tout le monde. Le ministère public poursuit, les particuliers également peuvent poursuivre. Voilà. Raphaël Ndougo, une autre affaire là qui vient se greffer sur ceux-là qui étaient déjà détenus. Est-ce que ce sera facile pour eux de s'en sortir? Non, disons que vous vous souvenez du cas de Hubert Olangena Ono, oui, qui, voulant se rendre chez son dentiste, a violé, et ça renvoie le sens que Maître vient de lire. Dans le décret que Maître vient de lire là, il a dû, parce qu'à l'absence du médecin, je n'étais pas là, et a violé l'itinéraire
Vous vous souvenez qu'il a coupé? Oui, il a coupé de 6 ans d'emprisonnement. Peut-être vous l'avez oublié. Je veux dire, j'ai bien dit, pour le cas Baba, autant pour moi. Voilà. Pour le cas Baba. Donc, ça veut dire que la société est bien réglementée, même dans les prisons. Moi, je voudrais même proposer à Maître de rappeler cela à ses confrères pour que chaque détenu qu'ils ont la charge de défendre ait la copie de ce décret-là. Parce que parfois... Est-ce que c'est le travail des... Non, puisque là, il nous a fait état de cela. Monsieur Ngankama, à ma gauche, n'a pas ce décret. Il vient de le déplorer. Ça veut donc dire que l'avocat aussi est là pour enseigner ses clients oui. Et enseigner même le peuple. Nous venons d'écouter quand il lisait là. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que si il y a donc tout ce règlement-là, j'ai bien dit plus haut que je ne suis pas d'accord avec les violences. Mais moi, je reste sur ma fin parce qu'en réalité, il y a un problème de fond. Le problème de fond, c'est que la prison centrale de Konangui est exagérément pleine. Ça, là, ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Parce que de toutes les façons, les gens y vont tous les jours. Quelquefois, on vous envoie là et puis on oublie même votre dossier. Si peut-être quelqu'un n'est pas là pour aller bousculer. Mais ce n'est pas pour autant aussi qu'on doit violer certaines règles et certains règlements de notre société ou de la prison. Donc, il est possible que quand on est détenu, que l'on fasse, on relève cela peut-être par son conseil, je ne sais pas trop, mais il faut que tout cela les règlements soient respectés pour qu'on n'en arrive pas sur les casses que nous avons vus à la prison de Centrale Konangui. Mais les casses ne sont pas venus pour rien parce qu'il y a un problème. Voilà, permettez d'abord à Fabrice Tuelier de dire un mot sur Maître vient de nous faire état d'un certain nombre de choses que chaque détenu devrait savoir en principe. Mais malheureusement, comme a dit Kaitan Gankam, ce n'est pas mis à la disposition des détenus. Donc parfois, certains commettent encore à l'intérieur de la prison des choses qui sont répréhensibles par la loi. Du fait de l'ignorance. Oui, donc, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Oui, naturellement, à ce propos, je vais dire peut-être deux choses, peut-être trois. La première, c'est que rappeler déjà que Maître, en réalité, joue le bon rôle. C'est-à-dire que en tant qu'avocat, le premier rôle est celui de conseiller. Voilà, en faisant cette lecture et en interpellant peut-être les régisseurs de prison à rendre accessibles tous ces éléments et que ce soit plus compliqué, que ce soit plus un parcours de combattant, comme M. Ngankam l'a évoqué en tant que témoin oculaire de ce que c'est compliqué d'avoir ces règlements à la prison, ne soit plus le cas. Et il a effectivement joué le rôle qui est le sien. Et maintenant, ce que je voudrais dire peut-être à contrario à Maître, c'est que la justice ne marche pas comme il faut au Cameroun. Voilà. Quand on l'a dit, on n'a rien exagéré parce que les faits sont assez parlants. Il faudrait préciser que les établissements pénitentiaires sont passés sous le coupe, du ministère de la Justice, après que ce soit l'administration territoriale, depuis 2004, c'est le ministère de la Justice. Voilà, moi je voudrais très rapidement rappeler qu'il y a quand même des propositions qui sont faites pour que les choses essayent de s'améliorer. Nous avons eu une campagne présidentielle où il y a quand même eu 9 candidats, 8 en face de M. Biya, qui avaient des projets de société pour le bien-être des Camerounais, chacun de manière spécifique. Même si on peut aujourd'hui être où nous en sommes, mais il ne faut pas qu'on occulte le fait que en m'attardant par exemple sur le candidat que j'ai soutenu, M. Cabral Libi, qui a quand même proposé à l'époque d'humaniser la justice. D'humaniser la justice. Je pense que M. Ngakam, quand il prend la parole, on peut ressentir l'émotion dans ses mots par rapport à ce qu'il a vécu. Ça veut dire qu'il s'est retrouvé dans un milieu où l'humain, la préoccupation de l'humain n'était pas le centre des préoccupations de eux et qui nous dirigent et de leurs bras séculiers, le régisseur de prison et sa suite, j'entends par là les gardiens de prison, qu'il faut rappeler, eux-mêmes ne sont pas
assez bien entretenus pour pouvoir rendre efficace leur travail, pour pouvoir même avoir de l'amour de faire leur travail. Lorsque je l'ai dit, maintenant, la troisième chose que je voudrais dire, c'est que si on en arrive au fait des plaintes, naturellement, c'est parce qu'une situation est arrivée et qui n'a pas pu être contrôlée comme cela devait être fait, en fonction de ce que les textes existent et qui encadrent quand même le fonctionnement de nos prisons. Figurez-vous que nous avons quand même les standards normaux. Les standards normaux qui parlent de 3 prisonniers pour un gardien de prison. Mais que la prison centrale de Yaoundé-Kondengui se retrouve à plus de 5000 prisonniers pour moins de 350 gardiens de prison. Imaginez-vous, c'est demain, c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est après-demain. À chaque fois qu'il y a un mouvement d'humeur, on aura des cas pareils. Sans compter ce que nous avons dit tout à l'heure de l'énervement de ce type de prisonniers qui se retrouvent frustrés du fait de ce qu'on appelle prisonniers de luxe. Franchement, le pays tout entier est au bord de l'implosion et ce qui se passe dans nos prisons, on peut parler du cas de Kondengui, on peut évoquer celui de Boya, on peut évoquer même dans certaines prisons, ça ne fait pas écho, mais il y a des remous. Il y a des remous qui s'observent. Vraiment, cela n'est qu'à l'image de notre pays et c'est pas prêt de s'arrêter aujourd'hui. Oui, rapidement, maître. On va retrouver Wilfried Ekanga. Oui, je voudrais dire à la suite des autres, la loi et tous les citoyens doivent être traités au même pied d'égalité. Il en va de même en prison. Parce que quand je reviens dans ce décret, dans son article 17, il est dit ceci. Les détenus sont fouillés préalablement à leur incarcération. Il ne leur est laissé ni bijoux, ni argent, ni valeur quelconque, ni instruments dangereux. Les objets retirés aux détenus au cours de la file sont confiés dans un registre prévu à cet effet. Ces objets peuvent, si la détention n'est pas interdite par la loi, être remis à la famille ou gardés à la prison jusqu'à la sortie du détenu de prison ou son transfèrement. On peut aller plus loin. Alors, il y a un ensemble de droits, mais qu'est-ce qui se passe dans les prisons? J'ai suivi le rapport, le communiqué du ministre de la communication. À la suite de la fouille, on a retrouvé beaucoup d'objets de valeur, de l'argent. Donc les détenus qui sont allés exercer des voies de fait sur les autres, c'est pas seulement parce que sont détenus VIP, c'est parce qu'ils voulaient se servir, prendre de l'argent. Donc si l'administration pénitentiaire faisait bien son travail, on n'en serait pas là. Les gens sont traités, on a 2 poids 2 mesures en prison, comme M. Ngankam vient de le dire. On va même plus loin. Si on lit ce texte, vous verrez qu'il y a des registres qui sont tenus en prison. Les détenus ne doivent pas être ceux qui sont en détention préventive ne doivent pas être dans le même quartier que ceux qui sont condamnés. Les mineurs doivent avoir un quartier séparé. Les femmes également, c'est séparé. Mais à la prison, parfois, on se retrouve dans un mélange. Les détenus doivent même avoir une tenue pénitentiaire. Mais nous voyons parfois sans être jaloux de nos clients, nous voyons parfois des détenus qui arrivent en prison, au palais de justice, qui sont tirés à 4 épingles. Plus que les avocats. Voilà, donc pas forcément plus que les avocats. C'est ce que vous voulez dire. Voilà, c'est pour dire que si ce texte était respecté, et tous les autres textes qui vont avec, peut-être on n'aurait pas assisté à la mutinerie. Il est question de vulgariser ces textes et de les appliquer à la lettre. Je me souviens pour une petite histoire, nous sommes allés une fois rendre visite à un ministre qui était en charge des questions de prison. À l'époque, c'était le ministère de l'administration territoriale. Nous sommes en train de déplorer les conditions de détention d'une de nos consoeurs qui était en Bastillé. Il nous a dit, mais écoute, on ne va pas confier des prisons 4 étoiles. Mais quelques temps après, quand il s'est retrouvé en Bastillé, c'est RFI qui parlait de ces conditions de détention. Okay. Après, il faut respecter les textes et tout ira bien. Wilfried, maître vient de nous donner quelques dispositions du décret de 92 portant régime pénitentiaire au Cameroun, surtout le volet qui concerne la discipline. On a vu, comme il a dit, des voies de fait. Donc normalement, pour lui, ces prisonniers-là, ces détenus-là qui ont exercé des voies de fait sur les autres devraient passer devant le juge, une fois de plus. Bon, maintenant, il faut déterminer lesquels. Parce que, est-ce qu'on a dit les prisonniers du MRC et les anglophones comme ça circule? Non, on parle de 46. On n'a pas dit, on n'a pas spécifié. Voilà le premier problème. Et c'est justement, on en parlait encore il y a 2 jours, le management de l'opacité. On balance, permettez-moi le mot, quelque chose comme ça, les prisonniers du MRC et les prisonniers anglophones, mais... quelle est l'estampille? Qui sont les MRCistes? Qui sont les anglophones? Est-ce que parce qu'on est anglophone, on est de facto coupable de ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut avoir été MRCiste et s'être opposé
aux violences, ça ne veut rien dire. Les MRC et les anglophones, on a porté plainte contre eux. Ces gens-là ont des noms, on part du principe qu'ils ont des noms, des actes de naissance, une carte d'identité, donc quelque chose qui les personnifie. Et quand l'enquête est menée, on détermine qui est le coupable, qui est l'innocent, peut-être même que ceux qui se plaignent aujourd'hui d'avoir subi des violences étaient parmi les principaux commanditaires. En fait, je ne suis pas en train de dire qu'ils étaient. Je dis qu'avant qu'on ne mène une enquête, tout le monde est présumé innocent, ça veut dire tout le monde peut être coupable. Et ce n'est qu'après analyse, ce n'est qu'après travail qu'on détermine qui a fait quoi. Ce n'est pas par avance qu'on sait que, bon, puisque la prison a brûlé, ce sont les anglophones et les MRC. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que sur les 5000, s'il y a 2000 anglophones et MRC, on va faire comparaître 2000 personnes en prison, alors que déjà, sur les procédures précédentes et les lenteurs judiciaires ont fait qu'on est dans une sorte de statu quo. À la suite de ce que ce cher Fabrice vient de dire, j'aimerais répondre à l'illustre maître et à monsieur Raphaël du RDPC qu'il y a une sorte de contradiction dans leur analyse des faits, parce que ils ont dit que les choses se passent plutôt bien, que les dispositions de loi sont là et régissent la vie intracommunautaire et la vie dans le milieu carcéral, mais en même temps, ils ont soulevé, et à juste titre, les principaux manquements qu'il y a. C'est donc pour dire, parce que le problème qu'on a, c'est que l'argumentation du RDPC repose très souvent dessus. Pour justifier que quelque chose marche bien, on vous cite le texte. C'est comme si un chrétien, pour vous prouver qu'il n'y a pas de meurtrier sur terre, vous disait, dans la Bible, il est écrit, tu ne tueras pas. Oui, il est écrit, mais ce n'est pas ce qui se fait. Il y a le facto, il y a le iure. Le iure au Cameroun fonctionne très bien. On a certainement les meilleurs textes de loi de la planète, puisqu'ils sont inspirés de l'ancienne métropole coloniale française. Mais maintenant, dans l'application, Gaëtan Gankam vient de le dire, et ce que je viens de mentionner, mes deux illustres aînés l'ont aussi évoqué, il n'est pas prévu qu'un détenu préventif se retrouve dans le même compartiment qu'un condamné dont on a déjà défini la peine, mais c'est ce qui se fait. Aujourd'hui, les autorités font comme si elles sont surprises du fait qu'on découvre de l'argent dans les affaires des détenus, mais ce sont les mêmes autorités pénitentiaires qui vous demandent, on en parlait encore il y a quelques jours notamment avec ces témoins-là qui sont sortis de prison récemment, pour aller respirer, pour aller prendre de l'air, vous devez payer le gardien du pénitencier. Comment vous allez faire si vous ne disposez pas d'argent? Ça veut dire qu'il y a une sorte de marché noir déjà construit avec la complicité de ceux qui prétendent après faire respecter les lois, qui font qu'on se retrouve dans une structure où eux-mêmes ne respectent pas les lois qu'ils se sont fixées. Et une autre problématique que j'ai vient de l'assistance, on va appeler ça comme ça, lorsque le ministère public se saisit de l'affaire parce que M. Olanguena, M. Iya Mohamed et les autres ont été supposément violentés, et que lorsqu'il s'agit de Mamadou Mota, de Gaëtan Gankam ou des autres, on dit vous pouvez vous constituer partie civile, prendre un avocat, etc. On peut se poser la question, est-ce que notre pays comporte des super citoyens où il y a, pour ceux qui ne sont pas farouchement opposés au régime, instantanément le soutien des autorités, et pour les autres, non, ils doivent se débrouiller tout seuls avec leur avocat. On le voit donc au-delà de l'univers carcéral, dans l'espace public. Lorsque vous allez organiser justement une manifestation ou un meeting, une conférence en faveur du RDPC ou de Paul Biya, vous serez encadré et par les forces de l'ordre et par les sous-préfets de la République. Lorsque vous n'allez pas le faire, lorsque vous êtes opposé aux idéaux de Paul Biya, du RDPC et du régime en place, on définit de facto que parce que vous n'aimez pas le système, vous n'aimez pas le pays, et donc vous ne bénéficiez pas du même encadrement. Pourtant, la Constitution le dit, l'État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi. Je crois que les partis politiques et les Camerounais dans l'absolu font partie de ces minorités et de ces personnes autochtones qu'il faut respecter sans distinction d'opinion et d'appartenance politique. Donc si une structure est mise en place pour soutenir les uns, il faut que la même structure soit mise en place pour soutenir les autres. Sinon, on est encore dans la spirale continue. Ce n'est pas un hasard du tout si le Cameroun est exactement là où il se trouvait il y a 37 ans. Ok. Voilà, on vous a interpellé, RDPC, PCRN. Qu'est-ce que vous avez à répondre à Wilfried? Premièrement, les 46 présumés parlent des actions que nous venons d'évoquer à la prison centrale de Koningui. On n'a pas spécifié qu'ils sont tous du MRC ou alors des anglophones. C'est selon les enquêtes. Oui.
Et nous disons également que si on en arrive là et que peut-être la grande partie est du MRC, c'est pour ça que nous avons tous évoqué le respect des textes, le respect des lois. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand on en arrive à ce niveau-là, on a bien envie de rentrer le 26 janvier pour dire qu'en réalité, la marche blanche n'avait pas été autorisée. Pour dire que maintenant qu'on est à Konangui et que peut-être il y a eu un ras-le-bol, c'est toujours le non-respect des textes, le non-respect des règlements de la prison. Peut-être que M. Ngangam nous a dit tout à l'heure qu'il n'avait pas eu la possibilité de lire ces textes-là, ou je veux dire quoi, ce règlement-là, alors on peut lui accorder le bénéfice du doute. Mais simplement, il faut que, quand on essaye de vouloir dire que le RDPC, je ne parle pas beaucoup au nom du RDPC, je parle comme citoyen camerounais, mais qui appartient à un parti politique, qui milite pour un parti politique, mais je fais mes analyses en observant ce qui se passe dans la société. Je dis que si aujourd'hui, il y a eu les actions à la prison centrale de Konangui, et que sur les 46, peut-être c'est 30 sont du MRC, c'est là encore le non-respect non seulement des règlements, puisque ceux qui sont là, qui aujourd'hui... Mais la grande question que on a posée à Ngangam, est-ce qu'on met à la disposition des détenus là-bas ces textes? Nous l'avons dit tout à l'heure qu'il y a un véritable problème. On ne met pas. Et à ce niveau-là, nous interpellons tous nos pouvoirs publics, ceux qui ont la charge de gérer ces questions-là. Maître a dit tout à l'heure que c'est interdit d'avoir ci ou ça, mais nous avons vu les téléphones portables en faisant des vidéos. Ce qui est interdit, je pense même que le ministre de la Justice doit prendre des actes contre ceux-là qui ont laissé, ou alors ceux qui ont la charge d'encadrer les prisonniers dans la prison centrale de Konangui. Parce qu'en dehors de l'argent, nous avons vu des vidéos qui ont fait le tour du monde. Donc c'est interdit d'avoir tous ces objets-là. Mais malheureusement, ceux qui encadrent ces prisonniers ont laissé. Tous ne sont pas du RDPC. Mais nous disons que lorsque ça va mal, nous pouvons fustiger, que ce soit un militant du RDPC, nous disons, il ne fait pas bien son boulot. Mais tous les présumés là ne sont pas du MRC. Si c'est dans le cas, il faut bien que nos amis du MRC, j'en ai beaucoup, hein, M. Ngangam en fait déjà partie, nos amis du MRC apprennent à respecter ces lois-là. Parce que justement, pour que ces lois-là soient modifiées dans l'avenir, l'occasion leur sera donnée dans bientôt à travers l'élection législative, qui va permettre donc justement que l'Assemblée soit pluraliste et que les gens puissent pouvoir dénoncer tout ça et qu'on modifie ces textes-là pour que nous soyons dans ce que nous voulons dans un Cameroun prospère. Voilà, Pierre Gatin, vous allez attendre une seconde. Il a été également interpellé, le PCRN. Oui, c'est vrai que je n'ai pas le sentiment d'avoir compris exactement quelle était la préoccupation de Wilfried Kanga. Mais il faut simplement préciser que la prison n'est peut-être pas un lieu de plaisance, mais ce n'est pas non plus un enfer. C'est un lieu de réinsertion. C'est un lieu correctionnel qui permet à un individu qui s'est mis en marge de la loi d'être corrigé et de ressortir meilleur. Voilà à quoi sert en réalité la prison. Mais peut-être que au lieu de s'intéresser en mettant beaucoup d'emphase sur la conséquence de ce qui arrive aujourd'hui, il faudrait peut-être s'intéresser sur ce qui provoque cela. Voilà. Non, on a déjà assez épilé. Voilà, nous sommes sur un cas, cette plainte-là. Hein, tout est lié, Serge-Alain, très rapidement. Pour dire que on en arrive aujourd'hui à toutes ces situations pour la simple raison que, les prisons sont extrêmement peuplées de deux faits. Ok, on va revenir. Nous allons donc faire un tour de l'autre côté pour retrouver Cédric Noufelé pour le journal. Bonsoir Cédric. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir à vos invités. Voilà le sommaire ce soir. Qu'est-ce que nous avons pour le 20h? Dans les couloirs de la justice, nous parlerons de deux affaires. D'abord, ce nouvel épisode dans la saga judiciaire baptisée Opération Épervier. 2 ans après avoir été limogé à la tête de l'arrêté, Jean-Louis Bemengue passe sa première nuit à la prison centrale de Yaoundé, là où il a été placé sous mandat de dépôt, soupçonné de détournement de deniers publics. Nous en parlerons ce soir. Et cette affaire qui sème la confusion dans les esprits, Urbain, Olangena Awano, Inoni Ephraim et Iya Mohamed ont-ils vraiment porté plainte?
à ces présumés meneurs de la mutinerie survenue à la prison centrale de Yaoundé. Leurs avocats et proches soutiennent Mordicus qui n'ont formulé aucune plainte à leur encontre. Explication à suivre ce soir. Nous parlerons également dans ce journal d'un épineux problème de santé au Cameroun. Le taux de mortalité maternelle reste élevé au Cameroun et ce dans le monde. Et le constat qui est fait, c'est la difficulté du Cameroun à pouvoir réduire le nombre de femmes qui perdent la vie lors des accouchements. Les Nations Unies, les partenaires techniques du Cameroun viennent d'octroyer un matériel technique important en vue d'assister le Cameroun pour réduire cet épineux problème qui se pose avec acuité. Nous irons également ce soir dans les agences de voyage à Douala, là où les passagers vivent un sérieux calvaire pour tenter de rallier la capitale Yaoundé au moment où la pénétrante Est, elle, est confrontée à un bourbier et des embouteillages monstres. Nous en parlerons ce soir. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinox Soir. Je vous retrouve juste après le journal pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie réservée au débrief, toujours en compagnie de maître Guy Tougoua, Pierre Gaëtan Gankam, Fabrice Toueli, Raphaël Ndougou et bien évidemment Wilfried Ekanga. On va prendre la direction de Berlin. Wilfried, bonsoir une fois de plus. Voilà, on va donc continuer sur ce plateau. Oui, Fabrice, allez-y. Oui. D'abord le débrief. C'est les règles. On ne va pas changer les règles en cours de match. C'est vous qui décidez. Voilà, Jean-Louis Bemengue, il est ancien directeur général de l'ART. Une autre victime de l'opération Épervier pour vous? Une autre victime, si on place l'opération Épervier sous le prisme de travailler à tête chercheuse. Mais si l'opération Épervier est placée sous le prisme d'une action judiciaire ou alors d'une action qui vise à assainir notre gestion publique, dans ce cas-là, je dirais qu'effectivement, l'opération Épervier fait une victime de plus. Peut-être de trop, je ne sais pas, parce qu'on observe toujours beaucoup de décalage entre les standards en termes de réalisation de certaines infrastructures et les chiffres qui sont avancés. Je vais faire une digression en évoquant ici deux images que j'ai vues sur la toile, sur le réseau social Facebook, où un internaute a placé le palais des sports de Kigali et celui de Ouarda à Yaoundé en faisant ressortir le gap qu'il y a entre les deux. Le palais des sports de Kigali a été construit en 6 mois pour, je crois, 6 milliards de francs. Celui de Ouarda a été construit en, je ne sais plus trop, en plusieurs années pour 14 millions de francs par là. Milliards de francs par là. Et on se rend quand même compte que le palais de sport de Kigali fait dans les 10 000 places, alors que celui de Ouarda fait 5 200 places. À partir de là, je pourrais me poser la question de savoir, est-ce qu'on s'est interrogé pour savoir, est-ce que les missions de contrôle se sont rassurées, est-ce que le contrôle supérieur de l'État qui s'assure du bon fonctionnement de la gestion de la fortune publique s'est assuré que le palais des sports de Ouarda a été construit selon les normes et qu'il n'y a pas eu de détournement. L'Épervier pourrait également s'intéresser à la, mais j'ai dit tantôt c'est une digression. Pour revenir à votre question, je pense que l'Épervier a peut-être mis le grappin sur l'ancien directeur général de l'ART. Il est prévenu, coupable ou innocent, il répondra des actes qui pèsent sur lui devant la justice et espérons qu'il ne sera pas un détenu préventif de trop qui mettra plus de 18 mois et sans avoir obtenu son jugement, parce qu'il faut le préciser, la loi est claire.
la détention préventive ne doit pas excéder 18 mois. Mais on a des prisonniers qui font 5 ans, 10 ans même. Vous vous souvenez encore du monsieur qui a passé 10 ans en prison et après qu'on déclare un non-lieu sur son affaire, 10 années de sa vie comme ça. Il était condamné. Voilà, qu'il vienne être condamné 10 ans plus tard. Voilà, merci maître. Donc en fait, c'est pour dire que notre justice a un fonctionnement qu'il faut revoir. Et peut-être que avec une perche m'est tendue tout à l'heure, je reviendrai sur les propositions effectives. Oui, justement. Pour ne plus s'attarder sur les... Raphaël Ndougo, sur cette Jean-Louis Bemengue, ça fait quand même un bon bout. Est-ce qu'il est... On peut dire comme ça qu'il est surpris, parce que depuis qu'il a été débarqué à la tête de l'ART, interdiction de sortie de territoire, est-ce que ce ne sont pas là les éléments qui vous conduisent comme ça, petit à petit, vers le pénitencier de Kondengui, à partir du moment où vous êtes interdit de sortir de territoire? Ils sont nombreux qui sont interdits de sortir du territoire. On va donc dire un prisonnier de trop. Voilà pourquoi j'ai parlé à la prison centrale de Kondengui, puisque nous avons en première partie parlé de cette surpopulation-là. Et maintenant, on parlait encore du non-respect des textes, non-respect des lois. Nous avons suivi tous tout à l'heure au journal. Il a passé 18 ans dans cette société. Pourtant, nous savons que c'est 3 ans renouvelables 2 fois. Donc 9 ans. Donc lui, il en a fait x2. Est-ce que les conseillers du chef de l'État, qui certains hier étaient ses conseillers, aujourd'hui sont allés chez mon ami Wilfred Kanga au MRC, est-ce qu'ils n'ont pas pu dire au chef de l'État, voilà un monsieur qui a passé plus de 9 ans? Ces cas-là sont légion, ça dit qu'on cite Bemengue aujourd'hui, monsieur Bemengue aujourd'hui, parce qu'il est écroué là-bas. Maintenant, moi j'ai ma préoccupation. Est-ce que réellement, quand on continue à arrêter ces personnalités-là, ça sert quelque chose au Cameroun lambda? Réponse non. Moi je voudrais bien que le président de la République décide alors de convoquer tout ce beau monde-là et demander de ramener de l'argent. Ceux qui n'en ont pas ont des fortunes, ont des villas, ils ont des immeubles. Les pouvoirs publics peuvent s'en servir. Il y a des services publics dans ce pays qui sont encore en location. Je n'ai pas envie de vous citer un ministère, mais notamment celui de l'énergie. Si vous arrivez à Yaoundé, vous allez voir que des directions de ce ministère-là sont dans un immeuble d'un ministre qui lui aussi est cloué là-bas. Alors, cette situation-là... Attendez, qu'est-ce que vous dites? Je vous dis un ancien ministre, voilà. Un ancien ministre qui est cloué du côté de Kondengui, qui a tenté de s'enfuir à un moment donné, à un immeuble quelque chose de Paramboada. Vous voyez, ce n'est pas des situations qu'on va se cacher pour dire, comme je suis du RDPC, je dois tout peindre en blanc, que non. Parce que véritablement, le Cameroun lambda a envie de boire de l'eau potable. Tout à l'heure, nous avons vu le docteur Manaouda Malachi qui allait réceptionner des dons. Et un Camerounais est capable lui aussi d'offrir ses dons parce qu'ils ont détourné de l'argent de l'État. Même s'ils sont encore présumés coupables. Mais nous savons quand même que ce n'est pas pour rien qu'on en arrive là. Or, la préoccupation est de savoir, ça nous sert véritablement à quoi? À un moment donné, certains ont même dit, quand on commence déjà à arrêter là, ça signifie qu'on va glisser, je ne sais pas trop, un décret ou quelque chose comme ça. Non! En réalité, monsieur le Président doit prendre ses responsabilités. Parce qu'ils sont nombreux qui ont fait du mal au fisc camerounais. Et il faut fustiger ça. Ça dit que ce n'est pas parce qu'ils sont nos grands camarades que nous allons simplement dire que c'est trop bon. Non! Comment est-ce qu'il a d'abord passé 18 ans là-bas? Il n'y avait pas d'autres Camerounais capables de gérer cette question-là. Et tout le monde sait ce qui s'est passé. Il n'y avait pas d'autres camarades, d'autres camarades, si vous voulez. D'autres camarades aussi, si vous voulez également. Oui. C'est-à-dire qu'on sait ce qui s'est passé entre les opérateurs de la téléphonie mobile. Et qu'il y a eu beaucoup de milliards qu'on parlait à gauche et à droite. Vous savez, vous êtes de la presse. Donc, ce qui signifie que arrêter M. Bemengue, comme certains qui sont aussi interdits de sortir du pays, ne sert à rien aux Camerounais, celui qui vit mal à Salapombe là-bas. Il faut bien que ces gens-là remboursent de l'argent. Il faut bien qu'on accélère leur procédure. S'ils sont reconnus coupables, qu'on saisisse leurs biens. Il y en a qui ont payé, je crois que Mme Amala est hors de Niouf. Et aujourd'hui, on nous a appris qu'elle a avoir payé le corps du délai. Bon, mais je ne sais pas. Il y en a qui ont payé, mais ils sont toujours... Le président de la République a créé une caisse dans ce sens.
Oui. C'est lui que j'interpelle ici, qui est le président de la République, qui est également mon président. Moi, je suis dans ce parti-là, quel que soit... Vous savez qu'il y en a qui ont remboursé, mais qui sont tués. Oui, certains, on a appris, on a peut-être pas les preuves là maintenant. Mais il se trouve quand même que c'est lui qui est le seul maître à bord. Donc, il peut siffler la semaine de la récréation. Vous pensez véritablement que quand on a vu tout à l'heure les images où on a les embouteillages et autres, nous avons des problèmes d'argent au Cameroun avec des mouvements d'humeur du nord-ouest et sud-ouest, avec le Boko Haram qui nous a pas laissé à l'extrême nord, donc nous avons véritablement besoin d'argent. Or, quand ils sont là-bas, M. Ngam, quand vous avez dit tout à l'heure qu'ils vivent tellement au-dessus, ils sont même privés de liberté, c'est vrai, mais ils vivent trop bien. Mais cela ne peut pas m'enchanter, parce que je sais que pour aller dans mon village à là-bas, vers Ngomzap, nous n'avons pas de route. Et que mes mamans qui sont de ce côté-là, elles ont des problèmes pour pouvoir récouler leurs marchandises à Yaoundé. Nous sommes un peu à moins de 100 km et nous payons 2500 francs CFA. Donc vous comprenez que quand on arrête M. Bemengue, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on me dise alors que M. Bemengue a remboursé et que cet argent-là peut nous servir à tel ou tel projet. Parce que les projets, nous en avons et nous avons besoin de moyens. Faute de gestion, hein. Il est présumé. Voilà, jusqu'ici. Voilà. Gaëtan Gankam, sur cette situation, un autre, on va dire comme ça, prisonnier de luxe, c'est ça? Bien entendu, parce que je parie qu'il doit être logé dans un des quartiers dits spéciaux. Vous n'allez pas le chercher au Kosovo. Encore vous étiez où? J'étais au Kosovo, au quartier 8. Au Kosovo, dites-moi, le quotidien au Kosovo, c'est quoi? On en parle tellement, c'est quoi? Croyez-moi, si je dois vous parler du Kosovo, ça va prendre des mois. Mais en gros, le Kosovo, c'est pratiquement l'enfer sur terre. C'est le quart monde de la prison, voyez-vous? Le Kosovo, c'est le quart monde de la prison. Dès que vous entrez, vous découvrez ce que vous n'avez jamais vu. Donc, il n'y a pas d'image dehors que je puisse utiliser pour vous faire voir le Kosovo. Oui. Il faut y avoir été pour comprendre ce que je vais dire. Et la particularité, c'est qu'on a abordé le sujet tout à l'heure, c'est que là-bas, il n'y a pas assez d'effectifs tels que le camarade du PC a déploré tout à l'heure. Donc, les prisonniers sont pris en main pratiquement par leur co-détenu. Vous dites effectif, c'est quoi? Le personnel d'encadrement? Tout à fait. Le personnel d'encadrement est tellement, je vais dire, en sous-effectif. Oui. En sous-effectif que ça devient compliqué. La violence est le maître mot, au point où un sourire que vous adressez à quelqu'un peut vous valoir un lynchage. Le sourire? Un simple sourire, c'est-à-dire que... On ne doit pas sourire là-bas? C'est un exemple que je prends. Donc, il y a des personnes qui sont toujours et qui ont toujours les nerfs à fleur de peau. Oui. Il y a tellement de situations. Il y a également l'insalubrité, tellement de choses qu'il faudrait absolument revoir du côté du Kosovo, plus particulièrement. Donc, je vous disais que n'allez pas chercher Jean-Luc Bemengue de ce côté-là, et ça fait mal. Je me demande ce que son incarcération aujourd'hui va apporter à la maman de Kekem, comme disait mon camarade tout à l'heure, et je suis d'ailleurs surpris que ce soit eux qui pour moi sont les responsables de cette situation, qui en soit aujourd'hui à décrier. Le chef de l'État l'a dit que tout n'est pas pourri. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens lucides là-bas. Bon, je suis d'ailleurs, je vais dire, admiratif, même si ça cache quelque chose, parce que tout à l'heure, on ne l'a pas dit, il a tout fait pour greffer le MRC à cette situation, en se demandant si le conseiller qui nous a rejoint n'a pas conseillé le président de la République. On comprend donc que tout ce qui arrive, c'est la faute du MRC. Pas vraiment. Donc, de toutes les façons, vous avez fait une allusion au professeur, au conseiller Christian Pendekoka, voilà, qui n'est pas responsable de ce qui se passe, parce que désormais il est militant. En fait, il a rejoint la coalition gagnante autour du professeur Maurice Kamto. Donc je disais que ça n'apporte rien aux paysans de Kekem, parce qu'on va nous embrouiller ainsi, et puis au finish, c'est plutôt ce citoyen lambda qui en sera encore à dépenser, parce qu'on doit s'occuper de ces personnes, et puis je ne sais pas d'où ça vient. Voilà, maître Guy Tougoua, voilà, cette situation, un autre prisonnier de luxe, comme on les appelle. Bon, moi je commence un peu à se dire, opération épervier, concrètement, on va pas... Je ne verrai pas des choses de la même manière. Oui. L'opération épervier est bien une opération... Assainissement. Oui, tel que son créateur l'a décrit. Mais avant cela, il faut des actions préventives. Nous avons une constitution avec un article 66. Tout le monde, même au quartier, actuellement, les gens vous disent, déclare tes biens, article 66. Mais depuis que cet article a été institué, ça fait combien d'années?
On parle des, je ne sais pas si on attend des décrets d'application. C'est quand même étonnant de voir qu'au Cameroun, les fonctionnaires, de 96. Voilà, que les fonctionnaires soient riches en milliards de francs CFA. C'est le seul pays peut-être au monde où on voit des situations comme celle-là. Donc nous avons des textes, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai donné des textes sur l'administration pénitentiaire. On peut revenir sur les textes. On a créé plusieurs organismes, la CONAC, la NIF. On ne sait pas à quoi tout cela sert. Alors que nous avons un article 66 de la Constitution qui pouvait permettre de résoudre ce problème. On a bien pas, avant l'entrée en fonction, vous déclarez vos biens. Alors si pendant vos fonctions, après 4 ou 5 ans, on va avoir une fortune insolente, on devait bien s'interroger. Heureusement que vous avez ajouté insolent. Oui, le ministère public devait agir efficacement, comme ça se passe. Bon, voilà également un cas où les poursuites ici ne sont pas engagées par une plainte d'un particulier. Oui. Madame le procureur général près le tribunal criminel spécial qui engage les poursuites contre ces individus qui ont joué avec qui sont levés des libertés avec la fortune publique. Donc je pense qu'il faut trouver des solutions de prévention avant d'envisager la répression. En tout état de cause, M. Bemeng bénéficie encore de la présomption d'innocence et des degrés de poursuite, bien que nous sachions que l'opération Épervier jusqu'à présent a très peu épargné de personnes. Ouais. Voilà, donc on verra la suite, nous dira là ses conseils. S'il a joué avec la fortune publique, qu'il en répond. Si les faits pour lesquels les poursuivis ne sont pas avérés, il va retrouver sa liberté, bien évidemment. Nous sommes dans un pays où la justice est bien souveraine. Voilà. Gaëtan Kankam, vous savez, vous avez suivi un peu, vous étiez au fait de l'actualité dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Bien évidemment. Voilà, il y a Mancho BBC, pendant que vous y étiez, il a lancé l'opération Back to School avec Félix Galim. Exactement, Général Galim. J'ai lu leur correspondance, oui. Leur sortie. Vous les avez rencontrés à Konegui? Oui, ce sont des personnes que j'ai pu rencontrer. Je ne sais pas s'il faut dire que j'ai eu le privilège de rencontrer. Mancho BBC. Mancho BBC, le Général Galim et bien d'autres. Voilà. Nous les avons côtoyés. Ils sont au quartier 1 de la prison. Et donc, à ce sujet, sur l'opération Back to School, parce que là, on regarde ce qui la situation, pour ce cas-ci, au coupé Monégoba, les parents sont inquiets. Bien évidemment, et je partage l'inquiétude. C'est mon vœu le plus pieux de voir nos compatriotes de cette région-là regagner le chemin de l'école. Sauf qu'après, il faut se mettre dans la peau de ces élèves-là et se demander si c'est faisable. Je crois qu'il y a des autorités administratives de ce côté-là et même dans le reste du pays. Ça aurait été plus facile pour moi qu'on lance par exemple une opération, je dis n'importe quoi, que chaque ministre envoie un enfant fréquenter par exemple, on m'a parlé tout à l'heure d'une localité au cours du journal, oui. La localité de Bangem, que je connais bien. Je n'y ai jamais été, peut-être dire que je connais bien, c'est trop dit. Oui. Mais j'ai un collègue, un ex-collègue qui y enseigne au lycée bilingue. Ça fait pratiquement 3 ans qu'il ne va presque jamais au travail parce que c'est pas faisable, c'est pas pratique. Okay. Donc, lorsqu'on demande aux enfants de retourner à l'école, il faut bien prendre la mesure des choses. Voilà, on va donc aller rencontrer une fois de plus Wilfried Ekanga du côté de Berlin, la capitale de l'Allemagne. Wilfried Ekanga, vous avez suivi le journal de Cédric Noufélé. Voilà, on a parlé de Jean-Louis Bemengue, directeur général de l'ART, ex-directeur général de l'ART, une autre victime de l'opération Épervier qui, depuis plus de 24 heures, se retrouve de l'autre côté à Konegui. Quel est votre sentiment sur la continuation de l'opération Épervier? Je ne sais pas si on peut parler d'être victime de l'opération Épervier. Est-ce qu'on est victime de quelque chose qui, en fait, est mis sur pied pour sanctionner ceux qui vont à l'encontre de la loi, tant que c'est impartial? On part du principe que c'est impartial. C'est-à-dire, même à l'opération Épervier, j'accorde la présomption d'innocence. Et c'est d'ailleurs l'esprit premier d'une opération anticorruption dans un pays, dans un continent, dans une structure. Ça veut dire que de prime abord, j'approuve l'opération Épervier, ou en tout cas, ou quelconque opération anticorruption. Je suis totalement en faveur de cette opération-là, tant qu'elle respecte justement les règles de justice. Maintenant, on va y aller peut-être de manière crescendo en réagissant d'abord à ce que mon cher ami Raphaël, mon grand frère du RDPC, Raphaël Dogo, a dit tout à l'heure sur les conseils dont Paul Biya n'aurait certainement pas bénéficié de certains de ses conseillers, qui sont notamment les amis
de Boris Kamto et de Wilfried Ekanga au MRC, je pars du principe que la raison pour laquelle M. Christian Penda Ekoka, parce qu'il est évident que si à lui que vous faites allusion, a quitté le RDPC, et d'ailleurs il nous l'a fait savoir entre autres phrases, c'est parce que les projets, les suggestions, les doléances, les rapports, les livres, les écrits, les recherches, les analyses qu'il a faites et qu'il a soumis justement à la présidence de la République n'ont pas été matérialisés. Et donc vous arrivez à un point de non-retour qu'on appelle le ras-le-bol. Et tous ceux qui sont opposés au RDPC et au régime BIA actuellement ont ce sentiment-là en eux. Le ras-le-bol, ça veut dire on se rend compte qu'avec cette structure, ça ne peut pas fonctionner et on se tourne vers d'autres qui ont un projet politique solide. C'est pour ça que le projet politique du MRC était en tout cas plus solide que celui du RDPC pendant cette formidable campagne. Donc ça, c'est pour répondre à cette question-là. Et d'ailleurs, on ne va pas s'appuyer sur un conseiller qui est parti pour dire que le président n'a pas bénéficié de conseils, vu qu'il y en a actuellement encore autour de lui. Il y a un brillant secrétaire général à la présidence de la République, M. Ferdinand Ngongo, qui bénéficie par ailleurs de la délégation permanente de signature. Je crois que ça lui confère aussi une prérogative permanente de conseil, alors que Paul Biya, ou du moins que son administration, ne se repose pas sur les farfelus pour justifier la non-matérialisation de certaines choses, entre autres l'article 66. Alors, qu'est-ce que je pense de l'opération Épervier, notamment avec le commis, le haut fonctionnaire qui est actuellement incarcéré? Comme je l'ai dit, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut que les problèmes que l'opération Épervier engendre soient aussi résolus, parce qu'elle n'apporte pas que des solutions, elle apporte des problèmes. Notre frère compatriote du PCRN, M. Fidel, a brillamment exposé ça en disant, entre autres, d'où vont les fonds, où vont les fonds, en tout cas qu'est-ce qu'on en fait après, en quoi est-ce que le paysan de Molvodaï ou la ménagère de Ngaoundal profite des fonds qui ont été extorqués par un haut commis de l'État qui aurait détourné de l'argent. Donc il faut qu'il y ait une plus-value, une valeur ajoutée à cette opération Épervier et qu'on ne se rende pas compte par derrière en fouillant qu'en fait c'est une opération à tête chercheuse où il ne s'agissait pas de prime à bord, de mettre derrière les barreaux quelqu'un qui se serait révélé être un prévaricateur de la fortune publique, mais juste d'écarter quelqu'un parce que cette aide ne lui revient pas, parce que X, Y, Z. Il n'y a pas que moi, même les journaux internationaux, en parlant par exemple de M. Urbo Langinaono, puisqu'il s'agit de lui, 2 ans après son incarcération, il y a un article, en tout cas quelques mois à peine après son incarcération, il y a un article du journal Le Monde, c'était le 25 mai 2008, qui avait justement titré « Le président Paul Biya utilise-t-il la corruption comme une arme politique ?» Et plusieurs journaux, dont notamment Jeune Afrique, avaient accompagné cela, parce qu'on s'était rendu compte plus ou moins que lorsque vous êtes hostile à cette administration, vous vous retrouvez en prison. C'est-à-dire dans une grande partie des cas, on peut se dire c'est un hasard des choses, mais on peut aussi questionner cela politiquement, partant de Michel Thierry Atangana à Maurice Kamto, en passant par Titus Edjo, ou encore Penda Ekoka. Le cas échéant, on ne voudrait donc pas que des opérations qui ont des figures de façade d'anticorruption deviennent après des figures de règlement de comptes politiques, et on voudrait que lorsqu'il est établi que ces prévaricateurs ont bel et bien détourné la fortune publique, il y a une banque au sud de la France, là dans la région Rhône-Alpes, qui exposait des dépôts de fonds de M. Languinaono. C'était en février 2010. Une fortune qui s'évaluait seulement pour ce compte-là, parce qu'il y en avait plusieurs, à 899 millions de francs CFA. Donc je veux bien qu'on les incarcère, je veux bien qu'on les incrimine pour les actes qu'ils ont commis, mais pourquoi est-ce que les PD30 demandent encore des financements? Pourquoi est-ce que les stades ne sont pas terminés? Pourquoi est-ce que l'infrastructure est absente alors qu'il y a autant d'argent de la fortune publique qui repose dans les caisses? Donc il faut qu'on sorte de la spirale du déjà connu et il faut que pour une fois, pour qu'on ne soit plus dans cette spirale, l'opération Épervier soit véritablement une opération progressiste. Peut-être qu'il est temps que l'épervier devienne un aigle. L'épervier qui va devenir un aigle, Dixit Wilfried Ekanga. Et un mot sur ces parents de la région du Sud-Ouest qui sont inquiets par rapport à la rentrée qui s'annonce. Wilfried. Par rapport à la rentrée qui s'annonce, on est justement face à un autre problème où le gouvernement, pour se donner bonne figure, veut imposer une réalité qui n'existe pas. Actuellement, dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest, on ne peut pas sereinement aller à l'école.
J'avais posé la même question il y a 2 jours indirectement à ceux qui estimaient que les soins de santé à Kondengui sont meilleurs que les soins pour ceux qui sont en liberté. J'avais demandé pourquoi ceux-là ne se font pas soigner là-bas, pourquoi ils ne font pas soigner leurs enfants là-bas. On pose souvent la question pourquoi Maurice Kamto, qui appelle à la résistance, envoie les enfants des autres aller marcher. Posons donc la question dans l'autre sens, parce que c'est comme une autoroute, même si nous n'avons pas au Cameroun. Pourquoi est-ce que ceux qui estiment que ça fonctionne très bien au nord-ouest et au sud-ouest ont plutôt leurs enfants aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne? Pourquoi pour matérialiser le bien-être qu'il y a dans ces zones-là, ils n'y vont pas? L'ex-premier ministre Philémon Yang, pendant la campagne, était y allé voter dans des circonscriptions autres que celles où il était inscrit, parce que cette zone était instable, en même temps qu'on demandait aux gens, aux simples citoyens qui ne bénéficient pas de la même protection que lui, d'aller voter, d'aller s'inscrire, d'aller voter dans ces zones-là. Donc c'est un peu mesquin, c'est même pervers, parce qu'on veut, pour une belle façade politique, notamment devant les acteurs internationaux, donner l'impression que tout va bien au Cameroun et que l'État s'occupe de tout, et on ne veut pas remettre en question le fait que l'État lui-même était à l'origine de cette crise en bastonnant avant d'écouter, au lieu d'écouter d'abord, parce que de toute façon, même après la bastonnade, on revient à l'écoute. Il faut donc qu'on remette en question et qu'on accepte que non, les choses ne vont pas bien, et qu'on élabore enfin, qu'on accepte enfin les mesures qui peuvent permettre que les choses aillent bien. Si l'entrevue du cardinal Christian Tomi n'est pas acceptée, si la All Anglophone Conference élaborée par ce même Christian Tomi et quelques membres du clergé n'est pas acceptée, s'il y a un véritable dialogue avec ceux-là qu'on accuse de terrorisme, même s'ils le sont, à supposer qu'ils le sont bel et bien, s'ils sont l'une des sources du problème, ils sont donc une partie de la solution, à savoir Ayoub Tabé et consorts. Si un dialogue réel n'est pas initié, si de véritables mesures ne sont pas initiées, on continuera à faire croire à l'Allemagne, à l'Espagne, aux États-Unis, à la Chine que tout va bien au Cameroun, et l'actualité, la réalité continuera à étaler au grand jour, et avec brio l'étendue de cette fameuse République mensongère en construction. République mensongère en construction, Wilfried Ekanga ce soir. Fabrice Tueli, vous partagez l'inquiétude? Il n'y croit pas du tout, cette rentrée dans les régions nord-ouest et sud-ouest, Wilfried. Oui, en réalité... Au regard de la situation sur le terrain. Oui, en réalité, la situation sur le terrain donne à croire que la reprise effective des cours là-bas sera assez compliquée. Mais... comme... Pour la troisième fois, 2017-2018, oui, effectivement, comme pour la 2019 qui s'annonce. Comme très souvent, en réalité, il ne faut plus se questionner sur pourquoi la situation, mais plutôt essayer d'envisager comment sortir de cette situation. C'est bien. Mais pour les prisons, vous semblez nous amener à nous poser la question, pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi pour la situation dans le nord-ouest, on ne reviendrait pas au pourquoi? Si, c'est ce que je dis en réalité. Oui. C'est ce que je dis en réalité sur pourquoi est-ce qu'en réalité le dialogue, par exemple, ne se tient pas. Vous comprenez? Je voudrais partager avec vous un petit... Oui, rapidement, il nous reste quelques 2 minutes. J'ai encore 2 personnes. Un petit entretien que j'ai eu avec le cardinal Christian Tomi, qui en réalité me faisait comprendre dans le cadre de cet entretien que il n'a pas le sentiment, lui, qu'il y a un problème en ce qui concerne le dialogue. Ils ont initié dans le cadre de la conférence générale anglophone, c'est 2 choses différentes. Un document qu'ils vont très bientôt soumettre à l'appréciation du chef de l'État, dans lequel ils lui font des propositions pour que ce dialogue se tienne. J'ai bonne espérance que ça se fera, monsieur le cardinal. Je voudrais finir très rapidement. Oui, je ne sais pas si j'aurais... Voilà. Pour dire que, Serge Alain, il y a des propositions concrètes. Il y a des propositions concrètes qui sont faites dans le cadre, pour revenir dans le sujet de nos prisons, de remettre, d'humaniser nos prisons et de mettre en priorité la protection de l'humain partout où il se trouve, même en prison. Il est question de former davantage de personnel. Il est question de former davantage, même de magistrats. Je pense que Maître sera d'accord avec moi que même au niveau des cours et même des juridictions, il y a moins de personnel par rapport aux dossiers qui arrivent. Il faut gérer ces problèmes et également mettre à la disposition du personnel pénitentiaire un certain aménagement de leurs conditions
pour qu'ils puissent pratiquer leur métier avec amour ou alors un minimum de bienséance. Et ça, Serge Alain, c'est des propositions qui ne datent pas d'aujourd'hui parce que étant des propositions faites par le candidat à l'élection présidentielle. Merci, on vous a compris. On a compris votre chute. Voilà. Raphaël Ndougou, sur cette rentrée problématique, hein. On s'achemine vers une troisième... c'est pas évident. C'est très douloureux. Je crois que vous avez si bien indiqué que c'est Manchou BBC qui a lancé cette appel. Oui, Back to School et Félix Galim. Très bien. Cela signifie donc que lui, il a cette préoccupation. Il comprend bien que c'est difficile pour ces parents qui ne peuvent pas se déplacer avec les enfants pour les grandes villes. Oui. Donc, tout le monde doit apporter la pierre dans l'édifice pour la paix, pour le retour de la paix dans les deux régions. C'est pour cela que je pense que même s'il faut aller au dialogue là maintenant, le président de la République d'ailleurs est partant pour le dialogue. Mais on ne va pas aller au dialogue quand les armes tournent encore. Et c'est pour cette raison qu'il va falloir que tous les partis prenants, les chefs traditionnels, tous ceux qui sont dans les deux régions là, puissent mettre la main dans la pâte pour dire non, plus jamais ça. Et puis après, on va s'asseoir autour d'une table. Je voudrais même bien que mon ami Ekanga retourne au pays pour venir participer à ce dialogue-là, à cette discussion. Parce qu'il est assez éloquent dans ses propos, il est intelligent. Donc on a besoin de tout ce beau monde-là. Il peut même d'ailleurs voir ceux qui sont à la diaspora, ses autres amis, nos autres compatriotes qui sont là-bas, pour revenir ici et apporter leur plus-value dans cette discussion. Donc tout le monde est concerné, pas seulement le RDPC. Voilà rapidement, maître, cette rentrée problématique. Effectivement, la rébellion ne se fait pas avec les fleurs, ni la réponse à la sécession. Il s'agit bien des armes qui parlent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je crois que nous, tous sur le plateau, ici, nous sommes des parents, au-delà de nos activités ou de nos fonctions respectives. Nous sommes des parents d'élèves. Pour que c'est-à-dire aller à l'école actuellement, alors que la situation est encore tendue dans ces régions-là, ce serait un peu comme placer avant les bœufs. Donc il faut d'abord commencer par pacifier ces régions-là et instaurer un dialogue et que la paix revienne, après le reste suivra. Et c'est urgent parce que ces enfants sont sacrifiés, ces enfants qui... le Cameroun de demain est comme ça sacrifié. Pour notre relève. Oui, on va terminer avec Wilfried Ekanga. Wilfried Ekanga, vous êtes Raphaël Ndougou disait que vos contributions sont attendues par rapport au dialogue inclusif. Je me sens très honoré et pour conclure, je dirais que à partir du moment où, quand les rencontres politiques du RDPC sont encadrées par les forces de l'ordre et que les rencontres du MRC sont réprimées par les forces de l'ordre, à partir du moment où cela changera, notamment la journée d'éducation et d'éveil politique, à en abrégé JIP, que j'ai lancé il y a une semaine et qui a été réprimé, lorsque les cartes seront retournées et que ce qui est interdit sera autorisé, je pourrais croire en un début de volonté de dialogue et de décrispation. Voilà, merci Raphaël Ndougou, merci à vous Pierre Gaëtan Ngankam, c'est également à vous Wilfried Ekanga depuis Berlin. Auf Wiedersehen, Wilfried. Auf Wiedersehen, bis bald. Voilà, merci à Fabrice Tueli, merci maître d'être passé. Madame, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. La dernière de la semaine, c'est demain à partir de 19h. Toute l'équipe conduite par Séverin Tuban sera là au grand rendez-vous. Bonsoir, Molvoudaï.